La Seconde Guerre mondiale fut le conflit le plus dévastateur de l'histoire de l'humanité. Pendant 6 longues années, les Britanniques combattirent et résistèrent. Ils témoignent à travers des lettres, des journaux intimes et des films en couleur. Ceci est leur histoire. Je ne parle jamais de ce qui se passe sur le front, ni de nos pilotes. Ça n'est pas à nous de le faire. C'est comme si le monde s'était écroulé. Je me suis mis à pleurer. Nous venions d'entrer en guerre. Quelle vue terrible. Nos boys, qui respiraient la santé il y a quelques heures à peine, gisent maintenant au fond de cette cale. The whole circle of avenging nations will hurl themselves upon the foe. Batter out the life of the cruelest tyranny which has ever sought to bar the progress of mankind. Automne 47. Cela fait 3 ans que l'Angleterre est entrée en guerre. Elle est devenue une vraie forteresse. Ici Londres. Amis auditeurs qui habitaient dans l'Empire britannique ou aux États-Unis d'Amérique, voici le Premier ministre, le très honorable Winston Churchill. We are no favors of the enemy. No, we will mete out to the Germans the measure, and more than the measure, they have meted out to us. We remember Warsaw in the first few days of the war. We know too well the bestial assault you're making upon the Russian people, to whom our hearts go out in their valiant struggle. You do your worst, and we will do our best. Halifax, Nouvelle-Écosse. La survie de la Grande-Bretagne dépend des bateaux alliés traversant l'Atlantique. Les États-Unis et l'Empire fournissent à l'Angleterre nourriture, armes et soldats. Michael Dalton, major dans l'armée canadienne. Il y avait un beau soleil lorsque nous avons embarqué au port d'Halifax. Nous avions hâte de partir. Tant de sentiments différents se bousculaient dans la tête des jeunes soldats. Nous étions escortés par le Revenge, un navire de guerre imposant, ainsi que par des contre-torpilleurs et des croiseurs pour nous protéger des sous-marins ennemis. Pour réduire les pertes occasionnées par les U-boats, de vastes convois sont alors organisés. En 1939, quelques semaines après que la guerre ait éclaté, un caméraman américain tourne les premières images d'une attaque de U-boat. Sa victime, un navire marchand britannique. Nous avons poussé les moteurs pour aller aider 2 navires qui avaient été touchés par un U-boat. Quelques instants plus tard, nous avons aperçu l'un de ces 2 bateaux. C'était le City of Mandalay. Sa coque était brisée et il s'enfonçait peu à peu dans l'eau.
Des hommes étaient en train de mourir. Nous étions si proches, et pourtant nous ne pouvions rien faire. Lorsque nous avons retrouvé les premiers survivants, la nuit était déjà tombée. Les rescapés étaient gravement blessés. Nous avons patrouillé sans relâche toute la nuit et nous avons repêché 300 personnes. Lorsque le soleil s'est levé, les blessés jonchaient le pont de notre navire. Une des passagères s'est occupée d'un nourrisson dont la mère venait de se noyer. C'est par cette matinée blême que l'on donna les derniers sacrements à l'un des officiers britanniques. Quand il est mort, on l'a enveloppé dans un drapeau américain. Nous n'avions pas l'Union Jack. Nous avons récité une prière, puis son corps fut rendu à l'océan d'où nous l'avions sorti quelques heures auparavant. L'enregistrement que vous allez entendre a été réalisé par Robert Dougal, journaliste croisant à bord d'un destroyer britannique en 1941. Nous subissons actuellement une attaque aérienne de notre convoi. L'avion s'approche, il vient à bâbord. Il doit être, je dirais, à 250 mètres au-dessus de l'océan. Des balles traçantes sont tirées en sa direction. Ça y est, il vient de lâcher ses bombes sur notre convoi. Attendez une seconde. Oui, il a raté sa cible. Des colonnes d'eau jaillissent de partout, mais le navire est intact. Je sens d'ici l'odeur de poudre. À partir de 1943, les attaques sous-marines et aériennes vont causer la perte de plus de 3000 bateaux britanniques et américains. Ici, Londres. Un vent nouveau souffle sur l'Angleterre. La chasse au gaspillage et la récupération d'objets en fer sont devenues des occupations de tous les instants, un devoir. Plus rien ne doit être gâché dans le pays. Les Britanniques sont priés de ne plus rien gaspiller. Florence Speed, de la ville de Streatham, trouve que ces efforts et cette recherche constante pour la récupération des métaux sont éreintants. Ce matin, Ethel a découvert en ouvrant les volets que des ouvriers lui enlevaient la grille de son jardin. Cette détermination n'est que le début d'une lutte qui se terminera sur le front russe. Leurs chalumeaux envoyaient des milliers d'étincelles. C'était joli à regarder, même si cela pouvait faire penser à un incendie. Même le grillage en fer de la maison de Lord Beaverbrook est réquisitionné. Lord Beaverbrook réclame nos casseroles, nos poêles et même nos bouilloires. Partout dans le pays, les gens se mobilisent. À part Bertha, nous avons toutes accepté de nous séparer de la moitié de nos ustensiles de cuisine. On va bien voir comment va réagir Nora. Ce matin, dans ma rue, les poubelles recevant les restes de viande et d'os débordaient. Et au sol, j'ai même vu 12 tranches de pain. Quel gâchis! Quand je pense au nombre de marins qui périssent pour nous transporter de la nourriture, ça me dégoûte. Mais en été 43, grâce aux services secrets alliés et à la maîtrise des airs, la bataille de l'Atlantique change de physionomie. The British, American and Canadian forces of the sea and air hurled their strength upon the U-boat. It ended in the total defeat of the U-boat attack. Staggered by these deadly losses, the U-boats have recoiled to lick their wounds and mourn their dead. Now, we have had in June the best month from every point of view we have ever known in the whole 46 months of the war. Of a white
En Europe, la lutte pour la maîtrise du ciel fait rage. Le besoin de pilotes de combat est tel que des centaines de jeunes recrues britanniques sont envoyés aux États-Unis pour gagner leur galon. C'est de l'école d'aviation de Tulsa, en Oklahoma, que David Green écrit à sa mère dans le Middlesex. Les gens à Tulsa sont super sympas avec nous. Le coca semble être leur boisson nationale. C'est froid, c'est comme une limonade avec une couleur sombre. Le médecin officier a dit qu'on pouvait en boire autant qu'on voulait. J'ai 11 heures de vol au tableau et j'espère pouvoir sortir demain sans mon instructeur. Je sais comment faire de sacrées pirouettes. Je vais devenir un as. Après avoir reçu ses insignes de pilote, David Green partira combattre en Méditerranée jusqu'à la fin de la guerre. Durant la guerre, la Royal Air Force met en service près de 30 000 avions. Pour sa bravoure aux commandes d'un Spitfire, Neville Duke de Tonbridge reçoit plusieurs médailles de guerre. Il devient l'un des pilotes les plus décorés de la Royal Air Force. J'adore voler. Tu mets les gaz à fond quand tu es sur le pont, au niveau de la mer. Et ensuite, tu n'as qu'à tirer doucement le manche pour grimper dans les nuages. Lorsque tu es aux commandes d'un Spitfire, tu ressens sa puissance. Celui qui l'a créé est un génie. C'est un trop bel engin pour n'être qu'une machine de guerre. Mais en même temps, de quelle meilleure machine de guerre pourrait-on rêver ? En automne 1942, le vice-général de corps aérien Case Park envoie un message de félicitations aux pilotes de Spitfire basés à Malte. Il les remercie pour leur héroïsme dans la défense de l'île. Vos exploits de ces 5 derniers jours sont suivis par tous, que ce soit par la Royal Air Force, mais aussi par nos alliés russes. Continuez ainsi, et les bombardiers allemands jetteront l'éponge d'ici quelques jours. Des pilotes et des Spitfire arrivent en renfort. Bonne chance et bonne chasse. Le bombardier est un autre emblème de la puissance aérienne britannique. L'un des points essentiels de la stratégie des Alliés est le bombardement de l'Allemagne. Il est assuré de jour par l'US Air Force et de nuit par la Royal Air Force. Mais les dégâts infligés à l'industrie et aux villes allemandes ont un prix, la perte de nombreux aviateurs alliés. Au poste de contrôle du commandement tactique aérien, une auxiliaire volontaire constate. Je n'évoque jamais ni la guerre, ni la situation de nos pilotes. Ce n'est pas que ça me laisse indifférente, non. Mais c'est juste que je ne suis qu'un petit rouage dans cette vaste machine et qu'il faut tout faire pour éviter que celle-ci ne se grippe. « 15 février 1944. Ralph Clayton, jeune navigateur dans un bombardier Lancaster, est sur le point de rentrer au pays. Sa dernière mission est de bombarder Berlin. Il écrit à ses parents. Je vais bientôt rentrer. J'arriverai à Redruth le 18 au soir. Je suis vraiment heureux d'avoir reçu cette médaille aussi vite. À très bientôt. Je vous aime tous. Ralph. Le Lancaster de Ralph n'est jamais revenu de sa mission. Ce jeune fait partie des 70 000 aviateurs morts durant la Deuxième Guerre mondiale.
Juillet 43. Une flotte composée d'Américains et de Britanniques prépare en Afrique du Nord une opération dont l'objectif est l'Italie, pays considéré par Churchill comme étant le point faible d'Hitler. Près de 500 000 hommes, 4 000 avions, 3 000 navires de guerre sont déployés pour l'invasion de la Sicile. Peter Hay, enseigne de vaisseau à bord du destroyer britannique, le Tartare. Il est clair que leur hache est imminente. Les officiers s'enferment dans leur cabine et travaillent comme des fous. Sur leur porte, il est indiqué « Frappez et attendez », ce qui leur permet de ranger leur plan avant qu'on entre. Le capitaine nous a annoncé que cette opération était la plus importante jamais entreprise, plus importante même que celle menée à Gallipoli. Les troupes britanniques attaqueront la Sicile par le sud-est, les Américains par le sud-ouest. Le marin Ken Oakley de la Royal Navy est sur le point de débarquer. L'ordre enfin fut donné. Larguer les bateaux. Nous étions enfin partis. Les balles ennemies volaient au-dessus de nos têtes. Ta-ta-ta. Nos fusils mitrailleurs répondaient de plus belle. Soudain, il y a eu un bruit sourd. Nous avons tous sauté dans l'eau. Un soldat s'est mis à pleurer. Il s'accrochait au rebord du bateau, jurant qu'il ne pouvait plus bouger. On l'a laissé. Ses nerfs avaient lâché. Les balles sifflaient à nos oreilles. C'est à ce moment qu'il y a eu une énorme explosion. Lorsque je suis revenu à moi, j'étais sous l'eau et quelqu'un agrippé à mes pieds m'a tiré vers le fond. J'ai perdu la tête et je lui ai donné des coups de pied comme un fou pour me libérer. Arrivé à la surface, un gars se débattait. Je suis sûr que c'était lui qui avait failli me noyer. Devant toute cette folie, je me suis mis à pleurer. C'était donc ça la guerre. La Sicile passe rapidement sous le contrôle des Alliés. 2 semaines plus tard, les Italiens font tomber Benito Mussolini et quittent l'Axe. L'armée allemande se retrouve seule pour combattre les Alliés. Une information des plus importantes vient de nous parvenir. La radio de Rome annoncerait que le roi d'Italie vient d'accepter la démission de Mussolini. Les Alliés arrivent enfin à percer la muraille de l'empire européen d'Hitler. À la fin de l'année 1943, la Grande-Bretagne est devenue un vrai camp militaire. Elle abrite plus d'1,5 million de soldats alliés. Des Canadiens, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Polonais, des Tchécoslovaques, des Français. Mais en grande majorité, ils sont américains.
Voici les conseils qu'un livret de l'armée américaine prodigue à ses jeunes soldats. Certaines de nos expressions ont un tout autre sens ici en Angleterre. Si, par exemple, vous êtes aviateur et que vous dites « je grimpe au ciel en moins de 10 secondes », on se moquera quant à vos capacités au lit avec les filles. De plus, si vous voulez fraterniser avec un soldat anglais, 2 petits conseils. 1. N'embrassez pas sa petite amie. Et 2. Ne dites pas que l'armée britannique est moins performante que l'armée américaine. Et surtout, ne leur racontez pas que votre solde est plus importante que la sienne. Les soldats américains sont des invités prestigieux, et les Anglais font leur possible pour bien les accueillir. Aux yeux des enfants britanniques, les Américains sont comme des stars de cinéma. Marjorie Dineen est une mère de famille dans le sud du pays de Galles. Ça a été une merveilleuse journée pour les enfants. Ils ont tous été invités au campement militaire américain. Leurs visages rayonnaient. Chacun d'entre eux a été pris en charge par un soldat qui lui a fait faire la visite, lui a donné casse-croûte, beignets et même une pêche. Les enfants étaient ravis. Les Américains amènent leur culture en Angleterre. Dawn Yardy, une jeune volontaire de Weymouth, raconte. Nous sommes allés au Bellevue hier soir. Hawks et Freeman l'ont transformé en club pour Yankees. C'est génial. Harry Berman avait emmené des disques. In the Mood de Glenn Miller, You Made Me Love You, ainsi que Woodchopper's Ball de Harry James. On a dansé le jitterbug toute la nuit. Maman, ce que j'ai ri. Les relations entre les GI et les Anglaises deviennent un sujet de scandale. Maureen Bolster, une auxiliaire de la marine britannique, écrit à son fiancé basé au Moyen-Orient. Tout le monde dit que les Anglaises sont les femmes ayant le moins de vertu au monde. Jolie publicité. Hier, en face de moi, un soldat américain et une jolie fille discutaient de l'hôtel qu'ils allaient choisir. Soudain, la fille commence à sortir une blague sur son mari qui était au front. J'en étais malade. Une employée londonienne, Vivienne Hall. Le malheur, c'est que les filles qui sortent avec ces soldats sont les spécimens les plus vulgaires de notre nation. Non seulement elles font tout ce que ces Américains leur demandent, mais en plus certaines n'hésitent pas à les plumer. Je suis peut-être vieux jeu, mais ce sont des petites traînées. Juin 44, côte sud de l'Angleterre. L'armée britannique se prépare pour le débarquement en France. The hour of our greatest effort and action is approaching. Après que les Alliés aient fait courir de fausses rumeurs pendant des mois, la plus ambitieuse invasion de l'histoire est sur le point d'être lancée. L'opération Overlord. The magnificent armies of the United States are here. Our own troops stand at their side in true comradeship. Le combat pour démanteler l'empire hitlérien à l'ouest de l'Europe commence. Une flotte importante se rassemble sur les côtes de la Manche. 1 million de soldats s'apprêtent au combat. When the signal is given, the whole circle of avenging nations will hurl themselves upon the foe and batter out the life of the cruelest tyranny which has ever sought to bar the progress of mankind.
Le marin britannique Fred Wright aide au transport des Canadiens sur les plages de Normandie. Et notre armada se mit à avancer, s'étalant d'un horizon à l'autre. Quelle vue magnifique c'était! J'avais à bord du bateau un grand nombre de soldats, des Canadiens, et tous avaient l'air sereins. Ils savaient pourquoi ils allaient au combat. Moi, il aurait fallu me saouler pour que j'y aille. Hugh Bone, jeune lieutenant du 2e bataillon, régiment de l'Est du Yorkshire. Ensemble, nous avons fait une prière. L'aumônier du bateau a eu pour chacun de nous un petit mot. Ensuite, les haut-parleurs ont craché les ordres. Chacune des 5 plages où le débarquement est prévu a reçu son nom de code. Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. Les 2 premières seront prises en charge par les troupes américaines, les 3 dernières par les Anglais et les Canadiens. Tom Tetson est un jeune appelé du Yorkshire sur le Green Howards. Personne n'a dormi cette nuit-là. Le réveil fut donné à 3h15. Je me souviens avoir pensé que c'était le moment d'avoir la trouille. Mais non. J'étais indifférent. Comme si j'étais en train de regarder un film. En fait, ce qui semblait irréel devint vite la réalité. « 6 juin 44, 5h30 du matin. Le jour J. Près de 4000 avions alliés effectuent un bombardement massif des lignes allemandes. Fred Wright observe les soldats canadiens dans leurs derniers préparatifs. Les bombardiers n'arrêtent pas de pilonner l'ennemi. Le ciel grouille de nos avions. Dommage que la mer ne soit pas plus clémente. Ça ne va pas faciliter les choses pour nos soldats. Hugh Bone est sur le point de débarquer sur Sword Beach. Nous commencions à entendre les explosions dues aux tirs de mortier. C'était l'enfer devant nous sur la plage. Nous serrions nos armes contre nous. Puis ce fut le moment d'y aller. Les balles passaient tout près de nos têtes. Des gars tombés, certains raides morts, d'autres luttant pour sortir de l'eau. Mais nous ne pouvions pas les aider. Nos ordres étaient d'avancer. C'était horrible d'entendre des blessés supplier qu'on les aide. J'ai voulu ramener quelqu'un sur la plage, mais je me suis rendu compte qu'il était déjà mort. Alors j'ai foncé droit devant moi. Fred Wright est témoin du retour des navires de débarquement des soldats canadiens. Voilà nos navires qui reviennent. Je vais enfin savoir comment ça s'est passé. C'est plus fort que moi. Je pleure comme un môme devant ce spectacle terrifiant. Nos boys, qui respiraient la santé il y a 2 heures à peine, gisent maintenant dans cette cale, grièvement blessés. Fred Turnbull, de la Royal Navy canadienne, qui a commandé le débarquement des Marines britanniques sur Juneau Beach, s'occupe de ramener les morts et les blessés en Angleterre. La plupart étaient mourants. Un des Marines qui, le soir précédent, m'avait parlé de sa femme et de son enfant, gisait sur le pont dans des draps maculés de sang. Il n'avait plus de visage.
C'est le jour J. Tôt ce matin, les Alliés ont lancé l'assaut au nord-ouest de la forteresse européenne d'Hitler. Florence Speed et Gwyneth Thomas écoutent les récits des combats à la radio. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces supported by strong... Le besoin d'information était très grand. Un chauffeur de taxi a dit à une amie qu'il avait vu dans un quartier de Londres 5000 personnes faire la queue pour acheter le journal. Ils ont été dispersés par la police. Collins, l'épicier, m'a dit qu'il avait pleuré en écoutant les nouvelles à la radio. Ici, Richard Dimbleby. Les troupes britanniques, canadiennes et américaines ont débarqué en Normandie. Les soldats ont commencé leur marche sur Paris. Ils forment un front tellement large que ce n'est pas simplement une tête de pont. Les nouvelles qui nous arrivent semblent dire que tout se déroule pour le mieux. Les têtes de pont alliées sont sécurisées. J'entends à nouveau les oiseaux chanter. 2500 soldats des forces alliées sont tués lors du jour J, ce qui est bien moins que ce qui avait été prévu. La plupart sont des Américains tombés à Omaha Beach. À la fin de cette première journée, 150 000 hommes ont débarqué. L'armée allemande, si fière autrefois, n'était plus qu'une armée en déroute. 13 juin. Hier, Churchill était en France. On dit qu'au jour J, il a voulu accompagner nos troupes et qu'il a fallu littéralement le retenir. Que Dieu le fasse centenaire. Nous avons franchi un cap essentiel dans cette guerre. La paix est devant nous. Maintenant, le début de la fin a réellement sonné. Automne 42. L'Europe est peu à peu libérée par les Alliés. Que ce soit à l'ouest ou sur le front russe, l'armée allemande sonne la retraite. Après 5 longues années de guerre, la Grande-Bretagne continue à tenir le coup grâce entre autres à l'humour national que l'on retrouve dans ses programmes radiophoniques. Et voici Doris et Elsie Waters, ou devrais-je dire plutôt Gert et Daisy. Non mais regarde-toi un peu, je rêve ou t'as le visage tout sale? Et dis donc, je me suis lavé. Alors oui, je pense que tu rêves. Auriez-vous l'obligeance de me lire cette lettre, s'il vous plaît? Monsieur, si vous continuez à voir ma femme, je vous préviens que je vous tuerai. Ah, mon ami, mieux vaudrait que vous cessiez de voir la femme de ce monsieur. Oui, mais c'est impossible. Et pourquoi donc? Mais cette lettre était anonyme. Et maintenant, retrouvons avec joie le programme que vous aimez tant, It's That Man Again. Je vous nettoie cette tâche, monsieur. Oui. Une vaste étude de l'époque menée sur les enfants britanniques met en évidence leur frustration et leur colère envers l'ennemi. Je crois que Hitler, c'est un porc qui ne pense qu'à lui et qui s'imagine être plus intelligent que tout le monde. Si on capture Hitler, j'espère qu'on lui fera les pires tortures pour qu'il souffre beaucoup. Il faudra lui mettre le feu à sa moustache et puis aussi l'écarteler. Et quand il sera sur le point de mourir, l'enfant pourra l'exécuter. La fête de Saint-Patrick en 1944. La fanfare du 8e régiment de Belfast de l'artillerie royale fait la fête à Burma. Il est 19h GMT. Ici Londres. Ceci est le journal des nouvelles du monde. Les troupes britanniques à Burma ont avancé de plusieurs kilomètres vers l'est en direction de Tidim. Peter Gadsden, commandant de compagnie, 4e bataillon, 14e régiment Pendjab, écrit. Chers parents, vous vous souvenez de l'année dernière quand il a soudain commencé à pleuvoir ici? Ça s'est arrêté hier soir, pour reprendre ce matin. On est trempés.
Nous avons marché 11 heures hier sans faire la moindre halte. Je suis complètement fourbu. Pour envoyer des messages à leur famille, les soldats envoyés à Burma avaient la possibilité de participer à des enregistrements. Manchester, vos gars envoyés à Burma vous saluent. Voici un gars du quartier d'Alzinden. Comment t'appelles-tu, aviateur? Soldat Potter. Vas-y, à toi. Salut Pa, salut Man, salut tout le monde. Ça roule à la maison? Ici, on n'arrête pas de filer raclée sur raclée aux Japs. Alors soyez bien fiers de nous. Salut, je passe la parole au soldat Lévy de Crumsal. Salut Man, salut tout le monde. Je vais bien. J'espère pouvoir rentrer bientôt. Je vous embrasse. Chère Madame McHugar, c'est votre mari au micro. Je t'aime, ma Lily. J'espère que vous allez bien, toi et les enfants. Embrasse pour moi ma mère ainsi que tous les amis. À Burma, la percée alliée continue jusqu'en 1944. Peter Gadsden écrit. Dans l'une de vos dernières lettres, vous me conseillez d'oublier les médailles et de faire attention à moi. Désolé de vous avoir désobéi, mais on vient de me remettre la croix militaire. Papa, à un moment, vous pouvez être fier de votre fils. Plus on avance, plus on apprend aux Japs ce qu'est une déculottée. Faut dire que ce sont de sacrés bestiaux, ces gars-là. Ils préfèrent mourir plutôt que de se rendre. Hier, on en a blessé un. Mon pote lui dit « Lève les mains ». Le Jap obéit, on s'approche de lui et cet idiot se saisit d'une grenade. Nous, on se jette au sol. Et lorsqu'il a tenté de nous la lancer, on l'a criblé de plomb. Ces gars-là sont vraiment des fous furieux. Les Alliés libèrent chaque jour des régions occupées par les Japonais. De terribles témoignages de sévices infligés par les Japonais à leurs prisonniers commencent à voir le jour. Lord Mountbatten, commandant suprême des forces alliées au sud-est de l'Asie. J'ai fait venir le premier Japonais fait prisonnier par nos forces. Lorsque je lui ai demandé quel traitement il s'attendait à recevoir de notre part, il a eu les culots de me répondre « Je veux être bien traité, de la même façon que les Japonais s'occupent bien de leurs prisonniers. » Quand je pense à ce qu'ils font à nos gars, ça me rend malade. Il y a quelques jours, les Japonais ont capturé 23 soldats du Yorkshire. Ils les ont pendus à des arbres par les poignets, puis fouettés jusqu'au sang. Un officier japonais a attendu qu'ils reprennent tous conscience pour les tuer à coups de baïonnette, à l'exception d'un seul. Lorsqu'on l'a retrouvé, il était encore en vie. Il avait reçu 21 coups de baïonnette. Ce n'est qu'un exemple de leur atrocité. J'espère un jour pouvoir arrêter les responsables de ces actes et les traîner devant un tribunal. « 1945. L'avancée alliée continue. Des centaines de camps de prisonniers de guerre sont découverts, cachés au fin fond de la jungle. Pour ces prisonniers, les priorités immédiates sont de la nourriture et des soins. Des soldats britanniques et australiens sont retenus prisonniers dans ce camp au sud de la Thaïlande. Un Australien, Jack Turner, a réussi à tenir un journal de sa détention. Voici ce qu'il écrit en mars 1944. Les gars doivent se faire amputer les jambes à cause de nos plaies qui s'infectent. Hier, pourtant, nous avons bien ri lors de la soirée que nous avions organisée. 12 hommes, tous amputés, ont dansé en chantant Waltzing Matilda.
Ces satanés mouches pondent leurs œufs dans nos blessures et bien souvent, nous laissons les asticots dedans afin qu'ils dévorent les chairs infectées. Tous les jours, des hommes mouraient. Un gars a été enterré enveloppé dans sa couverture. Le jour suivant, nous avons retrouvé son corps à l'air libre. Les indigènes qui nous avaient vu l'enterrer avaient creusé pour la lui voler. Les Japonais fuient, abandonnant les camps et leurs prisonniers. Voici un mot laissé par un prisonnier britannique anonyme en 1945 en Thaïlande. Nous sommes enfin libres. Hier soir, nous avons organisé un spectacle. Je m'en souviendrai toute ma vie. L'hymne national fut chanté et applaudi. C'était fabuleux. Vers 10 heures, nous avons même accroché notre drapeau sur une tourelle. Nous sommes maîtres des lieux. Mais je m'arrête là. J'ai vécu un enfer de 3 ans et demi. Dans leur retraite, les Japonais emmènent de nombreux prisonniers avec eux pour les utiliser comme main-d'œuvre au Japon. Stanley Costello, capturé à Singapour en 1942, est un de ceux-là. Les Japonais voulaient nous ramener avec eux, mais c'était sans compter sur les Ricains. Au petit matin, 2 torpilles nous ont tous chiés de plein fouet. Les Japs ont sauté dans les bateaux de sauvetage et nous, on s'est confectionné un radeau de fortune. Les Japs ne sauvaient que leurs hommes. Puis ils ont ramé et ils ont disparu à l'horizon, nous laissant seuls. Attendre et espérer. Jack Turner, qui était dans le même bateau que Stanley Costello, se retrouve lui aussi sur ce radeau. Certains perdaient la raison. Ils sautaient dans l'eau, disant qu'ils allaient prendre un verre au bar. On les retenait 1 fois, 2 fois, mais plus le temps passait, plus nous faiblissions. Nous les avons laissés faire. Ces gars-là ont eu une mort horrible. Nous étions épuisés et morts de soif. Au bout de 4 jours, nous avons aperçu un sous-marin yankee, le Pampanito. Voici ce qu'écrit dans le journal de bord le lieutenant-commandant du Pampanito, Paul Summers. Ces hommes étaient couverts d'huile et de crasse. Les 3 années d'emprisonnement ainsi que leurs 4 derniers jours en mer les avaient totalement épuisés. Certains s'étaient même amarrés au radeau pour ne pas tomber. Ils n'avaient que la peau sur les os. Ils faisaient peine à voir. Imaginez notre joie lorsqu'ils nous ont crié « Vous en faites pas, les gars, on vous récupère dans très peu de temps. » Nous sommes montés dans leur sous-marin 1 heure avant la nuit. Je ne trouve pas de mots pour les remercier de nous avoir sauvés d'une mort certaine. Je leur souhaite à tous une vie longue et heureuse. Et aussi qu'ils mettent une raclée au Jap. 1318 prisonniers alliés étaient à bord du navire japonais, le Rakuyo Maru. Seuls 295 ont survécu. Le Pampanito en récupéra 73. Ici Winford von Thomas. Je me trouve actuellement dans un petit village allemand du nom de Lohenberg et j'assiste à ce que nous attendons tous depuis 6 ans. L'armée allemande est en train de rendre les armes. Mai 1945. L'Empire japonais s'écroule en Extrême-Orient. Les Soviétiques et leur armée rouge s'emparent de Berlin. Hitler se suicide.
Le spectacle que nous offre la vue de ces rues détruites par la Wehrmacht nous laisse tous sans voix. Pendant presque 6 ans, les Britanniques ainsi que l'ensemble des Alliés ont tenu bon malgré l'adversité. Alors que la Grande-Bretagne célèbre cette victoire, certains se souviennent de ce qu'ils ont vécu et rêvent d'un avenir plus radieux. Bob Grafton, canonnier dans la Royal Artillery, rentre au pays après avoir passé 3 ans dans un camp de prisonniers. Voici ce qu'il écrit à Dorothy, son amour d'enfance. Je t'écris ma première lettre d'homme libre. Ainsi se réalise le début d'un rêve qui semblait impossible il y a quelques mois encore. Ce rêve, il se continuera lorsque nous vivrons ensemble. Margaret Crompton pleure un fils mort dans un sous-marin de la Royal Navy en 1944. Remercions le ciel que nos enfants n'aient plus à se faire tuer. Nous pouvons enfin recommencer à dormir en paix. La population est fatiguée, épuisée. Nous espérons tous des jours meilleurs. Les femmes ont beaucoup donné durant cette guerre. Elles ont travaillé dans les usines à munitions. Elles sont devenues auxiliaires dans les ministères. Que nous réserve l'avenir ? Allons-nous revivre ce qui nous est arrivé au lendemain de 1918, c'est-à-dire une désillusion générale ? Accompagnée de son fils et de sa fille, Marjorie Dineen quitte le pays de Galles pour retourner à Londres. Le cœur plein d'espoir, nous regardons l'avenir et nous prions pour que celui-ci soit clément pour nos enfants. C'est sur ces mots que se termine mon journal intime. En dépit du respect des Britanniques envers Churchill, ceux-ci ressentent la nécessité d'un changement de politique. Winston Churchill et le Parti conservateur perdent les élections en juillet 1945. Les travaillistes l'emportent alors haut la main. Lorsqu'on demandera à Churchill si les Britanniques ont été ingrats, il répondra simplement « Oh non, jamais je ne dirai ça. Ils ont vécu des moments si difficiles. » Advance Britannia! Long live the cause of freedom!